Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Renault Mégane. Ils ont stocké tout un tas de boîtes de vitesse pour la Renault Mégane 2. Les moteurs à essence jusqu'à 1,4 litres étaient équipés d'une simple boîte de vitesse JH1 à 5 vitesses, mais parfois la JH3 plus puissante était installée avec eux, et avec 1,6, elle était toujours installée. Il est facile de distinguer les caissons. La série la plus jeune a une conception astucieuse du joint homocinétique gauche, son trépied est situé à l'intérieur du caisson. JR5 est une version plus récente de boîte de vitesse à 5 vitesses, conçue pour un couple jusqu'à 200 Nm, et est installée avec des moteurs diesel 1,5 de 82 chevaux et des moteurs à essence 2,0. Contrairement aux JH1 et JH3, il dispose d'un mécanisme de changement de vitesse entraîné par câble. Les exotiques, que l'on trouve principalement uniquement avec les versions puissantes du moteur diesel 1.5 TDI, sont les PK4, PK6 à 6 vitesses et les PF6 renforcés pour les moteurs turbo-essence et les moteurs diesel les plus puissants 1.9 et 2.0. Eh bien, il n'y a qu'une seule transmission automatique. Toutes les versions ont un DP0, tout français, à 4 vitesses en plusieurs versions, du DP0046 au DP0054. Les transmissions manuelles françaises sont loin d'être idéales, mais dans la plupart des cas, de graves problèmes ne surviennent qu'après un kilométrage de 200 à 300 000 km. Mais il y a des nuances. Les boîtes de vitesse JH1 pour 1.4 ne résistent pas à la course, les synchroniseurs 2 à 4 vitesses et le différentiel peuvent mourir. C'est encore plus difficile pour les boîtes de vitesse JR5 si le turbodiesel a été ébréché pour augmenter la puissance et le couple. Ici, la gravité des conséquences varie du hurlement des roulements à l'effondrement du différentiel. Un autre problème avec les boîtiers JH1 est la conception de la coupelle du trépied et du démarrage du lecteur gauche. Ce verre ne dispose pas du système habituel de fixation de la tige, et le profil de la surface de contact est tel qu'avec des courses supérieures à 200 000, la tige se met à vibrer, à faire du bruit et, à la moindre occasion, peut s'éteindre, marcher. Mais le plus souvent, les roulements à billes tombent simplement des roulements en étoile, du trépied et nagent à l'intérieur de la boîte. Cela se termine généralement mal pour le différentiel et les engrenages. Le problème est compliqué par le fait que le soufflet du joint homocinétique est ici en fait un joint d'huile de boîte de vitesse, juste hypertrophié. Il casse s'il y a des problèmes avec l'arbre, et toute l'huile de la boîte finit sur la route. Le JH3 est dépourvu de cette conception douteuse, il possède un joint homocinétique différent avec un arbre intermédiaire pour garantir une longueur égale, et il y a immédiatement moins de problèmes. Même si elle ne coule pas plus mal que la boîte de vitesse junior de la série, et que le niveau d'huile doit être surveillé tout aussi attentivement, l'huile ici sortira relativement lentement par des joints d'huile conventionnels ou un capteur de marche arrière, et petit à petit par le reniflard. Les trépieds avec leurs roulements ouverts sont situés à l'extérieur du corps du caisson, ce qui peut être considéré comme un plus. JR5, comme déjà mentionné, est plutôt faible pour les moteurs avec un couple de 200 Nm, mais sur les voitures après restylage, il a également été installé avec des moteurs 1.6, avec lesquels il est presque éternel en présence d'huile fraîche. Eh bien, avec 2,0 ou 1,5, après quelques centaines de milliers de kilomètres, vous pouvez vous attendre à une augmentation du bruit chez ceux qui aiment conduire ou rouler à vitesse maximale. Mais le plus souvent, la boîte est ruinée simplement par manque d'huile. Tous les moteurs à 6 vitesses ont un couple maximal transmissible beaucoup plus élevé. Même le plus jeune PK4 a une limite de 360 Nm, et étant donné que la plupart d'entre eux sont installés avec des moteurs 1,5 DCI, qui ne produisent pas plus de 240 Nm en stock, et qu'il est presque impossible de les régler à plus de 270 Nm, les mécaniques des problèmes surviennent principalement en raison de niveaux d'huile manquants. Le différentiel est réalisé avec une bonne marge. Cependant, les moteurs diesel 1.9 et 2.0 réalisent pleinement toutes les capacités du PK4, et ils s'appuient sur les PK6, FP6, qui ont une limite supérieure aux 300 à 360 Nm qu'ils développent. Le volant bimasse des moteurs diesel fabriqués par Renault est, curieusement, une chose fiable qui peut supporter plus de 200 000 km. Dans les boîtes de vitesse plus récentes, le mécanisme de changement de vitesse est entraîné par des tiges, avec tous les jeux requis sur les voitures plus anciennes. Sur les boîtes de vitesse à 6 rapports et JR5, l'entraînement, comme déjà évoqué, est par câble, sensiblement plus fiable, mais sensible à l'usure du roulement de levier de boîte de vitesse. Les câbles n'aiment pas non plus les longues périodes d'arrêt des machines, ils peuvent se coincer.
Il ne faut pas avoir peur de la compression hydraulique, elle fonctionne parfaitement et dure longtemps. La transmission automatique DP0 est simplement recouverte d'une sorte de gloire démoniaque. Même si, en substance, l'idée n'était pas mauvaise. L'ancienne boîte AD4, qui était une version sous licence mais modifiée et améliorée, du chef-d'œuvre de Volkswagen 01M, a été redessinée et encore une fois améliorée, pour garantir un coût minimum et une fabricabilité maximale, et en même temps équipée d'un contrôle plus avancé. Électronique. Le résultat est qu'une bonne pièce mécanique supportait au moins un couple allant jusqu'à 200 Nm, mais même avec un couple de 130 à 160 Nm sur l'arbre du moteur, il y avait trop de problèmes. Un système de refroidissement faible, un échangeur de chaleur obstrué par des dépôts, une contamination intense de l'huile dans la boîte, des solénoïdes faibles et un corps de vanne généralement sensible à la contamination ont créé de nombreux problèmes pour les propriétaires lors de la conduite sur des centaines de milliers de kilomètres, notamment dans les embouteillages de Moscou. Les créateurs de la boîte connaissaient clairement les faiblesses de l'unité hydraulique et ont inclus dans la conception un filtre assez sérieux, et pas seulement un treillis en acier. Mais ils ont oublié d'obliger les propriétaires à changer l'huile fréquemment, et le filtre interne s'encrasse tout simplement avec le temps, créant un manque d'huile dans la boîte. De plus, cela commence à se faire sentir après 60 000 km de trafic intense. L'utilisation active du blocage des moteurs à turbine à gaz conduit à son fonctionnement avant la couche adhésive à des kilomètres inférieurs à 150 000 km en circulation urbaine. La surchauffe, qui est pratiquement programmée par la conception du boîtier, et le manque d'huile endommage rapidement les bagues et provoque souvent également une flexion de la plaque du corps de la vanne. Les bagues d'étanchéité en téflon du capot arrière s'effondrent également presque immédiatement dans de telles conditions. Résultat, après la première surchauffe, la box n'est plus une survivante. Tenter une opération ultérieure après avoir changé l'huile, installer un radiateur à la hâte ne fait qu'augmenter le coût des réparations ultérieures. Cependant, malgré tout cela, avec des vidanges d'huile fréquentes, des conditions de température normales et le manque d'ambition de course du propriétaire de la voiture, vous pouvez trouver une transmission automatique entièrement active avec un kilométrage inférieur à 300 000. La boîte de vitesse tolère assez bien les charges de pointe, et de petites améliorations sous la forme d'un radiateur externe et l'installation d'un filtre de transmission automatique externe, couplé à une vidange d'huile au moins une fois tous les 30 000 km, transfère cette transmission automatique dans la catégorie des tout à fait durables, même avec les moteurs 2.0. Malheureusement, les bons propriétaires sont aussi rares que les voitures parfaites. Cependant, la boîte peut être révisée une fois, car elle est relativement peu coûteuse et très facile à réparer. L'essentiel est qu'en plus de réparer la partie mécanique, n'oubliez pas le corps de vanne, sa plaque peut être achetée pour 16 000. Tous les moteurs de la Mégane de deuxième génération sont bien connus en Russie. Le K4J de 1,4 litres est une version du populaire K4M, installé sur Logan et Sandero. Le F4R de 2 litres a été installé sur le Duster, tout comme le moteur diesel 1,5 K9 Kelvin d'1,5 litre. Il n'y aura certainement aucun problème avec les pièces de rechange et le service. Bien sûr, il y a moins de spécialistes du F4RT turbocompressé, mais il s'agit en général du même moteur du point de vue d'un mécanicien, et les moteurs diesel 1.9 et 2.0 étaient largement utilisés chez Nissan, Renault, Volvo et un tas d'autres voitures, mais uniquement sur Mégane, elles n'ont absolument aucune importance. Trouver une voiture avec ce moteur est tout aussi difficile que trouver une voiture avec un moteur à essence turbocompressé, nous ne nous y attarderons donc pas en détail. Les moteurs de la série K4, en général, se sont révélés depuis longtemps être des unités fiables et peu coûteuses à entretenir. Surtout le K4M de 1,6 litres. Moteur K4 Joule de moindre cylindrée en version 98 chevaux. Moins chanceux, son système de contrôle de phase s'use plus activement et il est plus sensible aux vibrations, aux pannes de traction et au déclenchement. Pour le reste, la conception des moteurs est quasiment la même, à l'exception bien sûr de la taille du groupe de pistons. Les options de moteurs les plus réussies sont celles sans déphaseur. Elles ne sont pas de la meilleure conception. K4J 82 chevaux juste sans lui, il ne risque pas de cogner le matin, comme le moteur K4M de 105 chevaux, ce qui est très rare. Mais tous les moteurs équipés d'un déphaseur nécessiteront malheureusement des coûts supplémentaires tous les 100 000. La phase actuelle n'est pas seulement une perte d'huile, mais aussi une fuite d'huile sur la courroie de distribution, ce qui dans une telle situation ne durera pas longtemps. À propos, vous devez également garder un œil sur la courroie de service.
elle s'enroule facilement autour de la poulie, après quoi la courroie de distribution glisse. Comme d'autres moteurs économiques, le K4 a des problèmes de fuite d'huile à travers les joints, de qualité des joints, de bruit et de vibration, ainsi que de fuite d'admission. La courroie de distribution nécessite ici un remplacement de routine au moins une fois tous les 60 000 km. Il n'est pas nécessaire de l'attendre, la courroie elle-même et les rouleaux s'usent, ils sont généralement de qualité moyenne. Dans le même temps, vous devez changer la pompe. Il est peu probable qu'elle survive à 2 remplacements de courroie de distribution. Les bobines d'allumage ne sont pas particulièrement durables. Après 50 000 à 60 000 km, elles peuvent présenter des surprises. La poulie d'amortisseur n'est pas de la meilleure conception et nécessite une surveillance et un remplacement tous les 2 changements de calage, sinon des surprises sont possibles, notamment de la fumée dans le compartiment moteur et une panne de calage. L'aménagement du compartiment moteur est dense. Le travail avec des accessoires nécessite souvent de retirer le panneau avant. Mais ce sont généralement des choses mineures. Dans l'ensemble, il s'agit d'un excellent moteur avec une durée de vie d'au moins 300 000 km avec un entretien normal. Le F4R de 2 litres est également un moteur simple et encore plus fiable que ses petits frères. Les problèmes sont exactement les mêmes, durée de vie pas très longue, fuite, régulateur de phase avec des kilométrages supérieurs à 80 000, admission sale, poulie amortisseur. À cela s'ajoute un papillon des gaz sales et de mauvaises joints des bobines d'allumage, souvent la pointe perce le corps. Dans le même temps, le moteur est moins sensible à la qualité du carburant, fonctionne encore plus silencieusement et n'est pas sujet aux vibrations. La ressource est censée être décente, pour 300. Le diesel K9K est, en général, également un bon moteur. Les seuls consommables ici incluent les chemises de Villebrequin. Avec des kilomètres de plus de 120 000 et l'utilisation d'huile de viscosité SAE 30, les éraflures sont courantes, surtout après le réglage des puces. La règle est simple, achetez une voiture, changez la courroie de distribution, changez les roulements. C'est beaucoup moins cher que de chercher un nouveau moteur au lieu d'un ancien avec un trou dans le bloc. Il est préférable d'utiliser des huiles SAE 40 ou même SAE 50 en été, de les changer une fois tous les 10 000 maximum et de mesurer régulièrement la pression d'huile. Le filtre à particules n'est pas utile lors d'un fonctionnement dans les embouteillages, et la procédure de combustion standard est très nocive pour le moteur, et vous ne pouvez pas le démarrer sans scanner, d'autant plus que le liquide nécessaire à cela coûte très cher. En cas de contamination grave, le filtre est souvent retiré plutôt que brûlé. Heureusement, il existe des versions Euro 3 sans filtre. Parmi les voitures diesel, il faut choisir celle post-restyling, avec un équipement carburant Bosch, à la fois plus fiable et plus facile à trouver des spécialistes. Ce n'est pas un hasard si Renault a abandonné le fournisseur Delphi. Les filtres à carburant et à air doivent être changés très souvent, de manière optimale une fois tous les 20 000, ce n'est pas si cher. Avec un entretien normal, le groupe de pistons peut supporter plus de 300 000 courses et la consommation moyenne plaira même à Plyushkin. Sur l'autoroute, vous pouvez atteindre un chiffre de 3,2 litres, si vous ne dépassez pas la vitesse de 90 km/h, et jusqu'à 5 litres en ville. Mais quand même, si vous ne voulez pas vous souvenir du moteur, il vaut mieux prendre autre chose. Ce moteur nécessite un entretien de qualité et ne tolère pas l'oubli et la négligence, surtout à l'âge auquel se trouvent toutes les Mégane de deuxième génération du marché. Enfin, je voudrais parler des problèmes typiques de tous les moteurs. Par exemple, une fuite du système de refroidissement. Le radiateur principal se corrode dans la partie inférieure et fuit à plus de 200 000 km. Les facteurs qui y contribuent sont le kilométrage sur autoroute, l'absence de filet de protection dans le pare-choc et l'ancien antigel. Les ventilateurs de radiateur ne sont pas particulièrement durables. Après 150 000 km, il est fortement recommandé de surveiller la rotation et, si nécessaire, de lubrifier, de nettoyer ou de remplacer. Dans les cas graves, le câblage des ventilateurs peut griller. Les supports moteurs sont faibles, en particulier la guitare inférieure, avec les moteurs diesel et essence bas de gamme, ils doivent être changés fréquemment pour éviter les vibrations. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de Renault Mégane. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.